Cliquez. Craquez. Salut Mathieu. Salut Fabienne. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Salut Yon. Hello Lucie, comment il est à New York? Balai là, depuis que je me suis installée, tout a été très intense et du coup je m'accorde 2 semaines de vacances, alors je vais pouvoir faire un petit reset. Et ou même, quoi la fée? Écoute, on revient d'une mise au vert en Normandie avec Fabienne et Mathieu, c'était top, on a préparé plein de surprises à retrouver sur Instagram. Eh ben, j'ai trop hâte de découvrir ça. De mon côté, je continue le pèlerinage culturel et artistique et aujourd'hui, je reçois Yacine Ben Abdallah. Yacine est designer et artiste. Il est basé entre La Réunion et les Pays-Bas. Sa pratique est essentiellement concentrée sur la recherche, les questions de patrimoine, d'identité culturelle, des thématiques qu'on aborde régulièrement dans Bas de Carré. Son travail aborde des questions historiques et contemporaines dans les sociétés postcoloniales. Dans cet épisode, on va suivre les pas de Yacine de la Tunisie à La Réunion, puis dans ses recherches et ses interrogations identitaires. Il nous raconte comment il donne forme à des histoires personnelles et collectives à travers des objets, des installations et bien plus. Alors je vous souhaite à tous et à toutes une bonne écoute. Bonne écoute à toutes. Bonjour Yacine et bienvenue dans Bas de Carré. Bonjour Lucie, merci. Yacine, tu es designer et artiste. Ta pratique est basée sur la recherche et se concentre sur des questions de patrimoine, d'identité culturelle, d'histoire. En fait, ce sont des thématiques qu'on aborde régulièrement dans Bas de Carré, alors on est vraiment ravis de t'accueillir pour en discuter. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité, je suis très heureux d'être là. Donc je suis partie sur une présentation assez brève, parce qu'on va dérouler ensemble le fil de ton parcours, mais je me suis dit que peut-être que tu souhaitais te présenter avec tes mots aux auditeurs. Je m'appelle Yacine, moi j'ai grandi au port et je me dis chercheur, designer, artiste de temps en temps. Et je pense ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment on matérialise les récits qui sont propres à notre territoire. Ok, je pense qu'on va revenir un peu sur ton enfance, du coup, et ensuite sur ta pratique. Mais du coup, à tout juste 3 ans, Yacine, tu arrives à La Réunion avec ta famille. Est-ce que tu t'en souviens? Et en fait, d'où arrivez-vous? Si, ouais, je m'en souviens, ça reste des souvenirs assez marquants. Moi, mes parents, ils sont d'origine tunisienne. Avant de quitter la Tunisie pour des raisons de la dictature, ils se retrouvent en exil en métropole et ils ont la volonté, pour mes frères et moi, d'avoir une terre plus accueillante que la banlieue parisienne. Et c'est là qu'on arrive à La Réunion. Moi, j'en ai des souvenirs très intenses. Les premières fois que j'arrive dans le jardin ou me lever grand matin, déjà avec les moustiques qui m'ont bien kiné le soir, mais surtout les couleurs et les odeurs et vraiment un sentiment d'éveil, littéralement cette idée de « Ah, c'est un éveil pour l'essence que d'être ici, quoi. » D'accord. Du coup, j'allais te poser la question, comment tu t'es sentie lorsque tu es arrivée sur cette nouvelle terre, on va dire. C'est vraiment cette question de l'éveil, donc découverte d'un... Quand tu te réveilles et tu découvres quelque chose d'autre, ou un éveil plutôt psychologique, tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est les deux à cet âge-là, tu vois, j'ai 3 ans. Ce qui a été marquant et touchant, c'est que peut-être que l'éveil psychologique, comme tu le dis, se fait aussi de manière sensible et corporelle sur un paysage, un territoire qui est celui de La Réunion. Moi, mes parents, ils sont originaires d'une île en Tunisie, et je pense que c'est aussi la question de l'insularité qui se superpose dans une histoire familiale de venir d'une île et de continuer cette histoire sur une autre île. Ok. Et donc, du coup, tu nous parlais que tu as grandi dans la ville du Port. Et alors, comment elle était ton enfance, tes influences culturelles, qu'est-ce qui a marqué un peu ta jeunesse, en fait? Très chouette de grandir au port. Qu'est-ce que je faisais durant mon enfance? Écoute, c'était beaucoup de jouer au foot sur la place du marché forain,
On allait à la madrasa, qui est l'école coranique après l'école aussi. On s'échangeait beaucoup de cartes Pokémon. Je pense que moi, mes influences, elles ont été aussi beaucoup de ce qui se passait à la télé, avec à la fois, je crois que ça s'appelait Zanimé dans ce temps-là, avec Hubert et Karine. Les yopai aussi, non? Ouais, Je trouvais qu'il y avait exactement. des montagnes de yopai. Ah, mais oui, mais oui, et puis ils avaient fait une petite BD et tout. Mais je pense que ça a été ça. Ça a été beaucoup la télé, accès à la culture par la télé et la médiathèque. Beaucoup par les BD. Tous les samedis, mon père nous emmenait là-bas. Et puis la télé arabe aussi, que mes parents mettaient de temps en temps pour rester en contact avec le monde arabe. Ok. C'est marrant que tu commences à évoquer du coup l'école coranique et tout, parce que du coup je me demande comment en fait la communauté un peu arabe a accueilli ta famille ou comment vous avez navigué un peu entre la culture on va dire musulmane en Tunisie ou en France et là à La Réunion qui est aussi différente. Oui, ce qui s'est passé, c'est que c'est créé un espace liminal entre à la fois la communauté arabe, qui a ses propres codes, qui a ses cultures, les mosquées majoritairement étant celles de la communauté indo-musulmane, et de la communauté mahoraise et comorienne. Et je pense qu'on a trouvé vraiment cet espace entre ces deux communautés-là. Moi, mon père, il s'est pas mal engagé, ma mère aussi, au sein de la communauté comorienne et mahoraise, puisqu'on a l'une des premières mosquées, la mosquée Chafite au port de cette communauté-là. Et je pense que ça s'est fait de manière assez naturelle de trouver notre place, voilà, en naviguant, je dirais, intelligemment entre les différentes communautés. Ok. Bon, du coup, je vais passer un peu à le parcours un peu commun qu'on a tous à La Réunion au moment où on a notre bac en poche. Donc, tu poursuis tes études en France. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience? Quelles sont les études que tu as entreprises et comment tu as vécu cette période? Mm-hmm. Après le bac, passé au lycée Jean Inglo du Port, je continue les études à Sciences Po Paris. Et une des raisons, c'est que mes parents nous avaient donné pour restriction qu'on ne pouvait pas quitter La Réunion à minimum 2 ans après le bac, que si on avait une école qui n'était pas présente sur le territoire. Et donc voilà. Et donc moi, la volonté d'aller à Sciences Po Paris, c'était aussi la volonté d'aller découvrir un peu l'ailleurs. Et puis le sentiment, j'ai l'impression inconscient, avec lequel on a tous grandi, qui est cette idée que on a grandi dans un bout de caillou et qu'il faut aller se faire ailleurs, quoi. Et donc je vais à Sciences Po. Sciences Po Paris, c'est à Saint-Germain-des-Prés, dans le centre de Paris. Donc la transition, elle a été assez violente, je dirais, à la fois sur l'apprentissage de certains codes d'une grande ville, de un, qui est celle de Paris, mais surtout des codes d'une communauté et de classe sociale assez élevée à Sciences Po. Et je pense qu'il y a eu une violence symbolique qui m'a été prise en pleine tête aussi. Et moi, la réalisation, ayant grandi à La Réunion, au port, en parlant créole, où la question identitaire a jamais été de fait clivante, où il y avait toujours, on me disait, au créole tunisien, ou tu vois, cette possibilité du créole de faire exister ça et d'arriver en métropole et de voir que j'étais profondément arabe, reconnu comme tel de par mon faciès et mon nom, et donc les difficultés qui s'en suivent à trouver un appartement, aussi à naviguer à travers aussi la stigmatisation qui peut exister autour de cette identité-là. Et c'est ce que je me disais, en fait, tes parents tunisiens, tu grandis à La Réunion, tu étudies donc à Saint-Germain-des-Prés, donc en fait, tu as commencé un peu cette réflexion sur ta propre identité à ce moment-là, en fait. Et je me demandais, en fait, comment tes réflexions sur l'identité, elles ont évolué au fil du temps. Oui, je pense que ça a été une question assez épineuse pendant un moment pour mes frères et moi, qui est de grandir avec des parents qui se sentent en exil d'un territoire qu'ils n'ont pas accès, avec l'instruction de parler arabe à la maison, dans une volonté aussi de faire perdurer une identité, une culture que mes parents n'ont pas accès directement, ni nous. Et arriver en métropole et me rendre compte que j'avais pas de contrôle sur mon identité, que c'était l'autre qui définissait qui j'étais. La perception de l'autre, quoi. Exactement. Et sa projection également.
Exactement, bah, c'est vraiment ça, de me rendre compte qu'il y a des stigmates par rapport à certaines identités, qu'elles sont pas perçues de la même manière, ou aussi des rapports ignorants. Moi, je me rappelle me présenter à Sciences Po et dire que je viens de La Réunion, et on me demande si je suis allé dans un lycée français. Et je me dis, ah bah tiens, c'est fascinant, moi qui avais cet imaginaire d'arriver dans une école de l'élite qui était assez instruite, qui est toujours aussi ces mêmes réflexions ou ces mêmes pensées-là. Et je pense, moi, ça m'a pris énormément de temps de réaliser que des interactions qui, de fait, étaient racistes ou stigmatisantes, l'étaient, parce que quand tu les vis tout seul, au début, tu dis, ah bah non, bah c'est par rapport à moi, ou c'est quelque chose comme ça. Et puis quand tu commences à le partager avec d'autres gens racisés qui te disent, ah bah non, bah on a eu la même chose, c'est passé la même chose, et tu dis, ah mais en fait c'est pas un cas individuel, c'est quelque chose de Ouais. systémique. Et je me rappelle que vraiment la réflexion, elle s'articule énormément à Sciences Po en me disant, mais qu'est-ce que je fais là aussi en tant qu'arabe, de comment je navigue dans ces mondes-là, mais aussi les responsabilités qui me sont données par rapport à ça. Et je pense qu'on est une minorité, il y a aussi ce sentiment d'avoir une responsabilité envers sa propre communauté. Et là, c'était à la fois la Réunion, à la fois la communauté arabe, parce que j'étais perçu comme tel, et un devoir d'exemplarité qui s'y attache. Pour les parents. Pour les parents, exactement, et pour ailleurs, et vraiment. Et je pense que ça a été difficile. Et puis petit à petit, je pense que c'est à Sciences Po où aussi je commence à me familiariser avec les écrits de Frantz Fanon, de Bellux, d'écrits décoloniaux, Spivak, qui me permettent peut-être d'articuler, de repenser la question de l'identité, mais aussi la question coloniale derrière tout ça. Ça me fait une bonne transition parce que j'avais envie de parler un peu plus en détail des projets sur lesquels tu as travaillé. En fait, c'est vrai que tout ce que tu dis par rapport à l'identité, la culture, ça a un côté mouvant, et du coup, en tant qu'artiste, designer, tu crées des objets qui préservent la mémoire et la culture. Est-ce que pour toi, c'est une façon en fait de répondre un peu à cette immatérialité ? Oui, ouais, complètement. Je pense que pour moi, là, il y avait la considération de la richesse de l'identité culturelle réunionnaise, de la diversité, de la polysémie des récits qui existent à La Réunion, parce que, à mon avis, on ne vit pas le territoire de la même manière si on est Malba, si on est Kaf, si on est chinois. Et donc, on voit aussi comment dans un territoire aussi conscrit, il y a une densité du réel. Et je pense, moi, c'est aussi, en fait, cette réalisation où on grandit avec la honte du créole, de cette culture comme identité, le rapport de diglossie, que le français est considéré comme supérieur au créole. Et moi, la volonté à travers la forme et l'objet, c'est de vouloir matérialiser cette culture-là de par sa richesse, mais aussi de lui attester de son importance en occupant un espace. Et en occupant un espace matériel qui, à La Réunion, est majoritairement occupé par, si on parle de culture créole matérielle, quand on va dans les musées, quand on va dans les lieux institutionnels, c'est souvent les objets du maître qui sont montrés et qui sont préservés. Et c'est cette volonté d'attester de la diversité de nos récits, même s'ils sont oraux, et de la capacité de créer des contenants, je dirais, comme des petites cruches qui permettraient d'y déposer les récits et les histoires propres à chacun et chacune du territoire. Il y a le projet Ilette la mer. Tu sembles explorer la relation entre la culture créole et l'océan. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, peut-être davantage, le concept derrière ce projet et comment l'idée, elle est née ? Ouais, Ilette la mer, c'est, je dirais, un peu mon premier projet de design que je présente parce qu'après Sciences Po s'ouvre la possibilité de faire rencontrer les sciences sociales au design, et moi, ça me touche énormément. Et Ilette la mer, ça part du premier constat qui est celui d'avoir grandi sur un territoire où on dit créole, il tourne le dos à la mer. Et quand on parle de l'île, souvent il y a un imaginaire très exotique qui est lié finalement à un lagon, qui est lié à ses plages. Quand on en parle en métropole ou ailleurs, et de me dire, tiens, c'est intéressant, qu'est-ce qui fait qu'à La Réunion, il y a ce sentiment que la communauté créole s'est détournée du littoral marin. Et on se rend compte qu'assez rapidement, il y a une histoire coloniale qui fait que la mer
et symbole de rupture, puisque la majorité des populations qui arrivent sur l'île arrivent de manière contrainte du fait des bateaux négriers, par langagisme ou autre. Et donc en fait, la mer, c'est ce mur, c'est cette frontière entre le territoire natal et ce territoire-là que l'on a L'adoption. exactement d'adoption. Et finalement, la mer, elle est souvent occupée par le bateau négrier. Pour les cultures africaines, malgaches, mourir en mer, c'est voir son âme condamnée à errer. Et du fait, voilà, des morts qu'ont charrié les bateaux négriers aussi dans cette traversée, il y a quelque chose de très funeste sur le territoire océanique. Et donc, à La Réunion, je pense que le mythe civilisationnel, il va pas se passer sur l'océan, il va se passer à l'intérieur, au creux des montagnes, avec les royaumes marrons, qui eux permettent de réindigéniser ces communautés en quelque sorte. Mais on voit que petit à petit, ça évolue le rapport au territoire marin, que petit à petit, après l'abolition de l'esclavage, et ça c'est Laurent Waro qui me le raconte, qu'on a des villages de pêcheurs qui s'installent sur tout le pourtour, qui vont disparaître avec la départementalisation, puisqu'on va reconstruire différemment les habitats créoles, et on va parquer des gens dans des HLM, ce qui fait qu'on n'a plus accès au territoire marin, et puis le territoire marin va devenir l'espace, je dirais, de la projection exotique des continentaux et majoritairement des métropolitains et des oreilles. Un espace de loisir, en fait. Exactement. Et c'est ce qu'on voit avec Saint-Gilles et tout ce pourtour qu'on appelle Zoreilland à raison, qui est lui réapproprié pour vivre une expérience de la Réunion qui n'est pas vécue vraiment par les autres communautés. Et Ilette la mer, c'était se rendre compte que s'il y a bien un moment ou un rite social qui se passe sur le bord marin, c'est celui du pique-nique, le pique-nique créole, où on commence à occuper ce territoire-là et la mer devient un horizon. Et moi, le pique-nique, je le trouvais important dans ce qu'il est de transgénérationnel, qu'il est mixte, et donc qui en quelque sorte rassemble toutes les couches de la communauté. Et je me suis dit, ça serait intéressant de développer un projet d'objet pour le pique-nique réunionnais avec la condition et la contrainte de n'utiliser que des matériaux du littoral, afin aussi d'attester de la richesse de ce littoral-là, de la possibilité de faire du design insulaire, parce que je pense qu'on vit aussi avec cette chose que tout vient d'ailleurs. Il y a ce syndrome de Gouillave la France, quoi, que tout ce qui vient d'ailleurs est meilleur que ce que l'on a nous. Et moi, c'était attester ça et aussi permettre de ritualiser le pique-nique comme un moyen d'occupation de ces territoires qui aujourd'hui ont été gentrifiés. Ouais, c'est un peu comme une réappropriation. Ouais. Exactement. Et la possibilité aussi de se dire, l'océan, ça peut redevenir aussi un horizon pour nous. Parce qu'en trame de fond, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'était beaucoup cette question du lien et la possibilité, comme île à La Réunion, de se penser comme un archipel dans l'océan Indien. Parce qu'aujourd'hui, on ne se pense souvent que comme département ou périphérie, petit satellite de la métropole, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, cette connexion aux autres archipels, l'espace un peu indo-océanien avec lequel on aimerait avoir tant d'échanges, mais que, comme tu dis, on reste souvent le satellite de la France à l'autre bout du monde, en fait. Et je trouve que ça nous ferme. Ouais, ça, c'est clair. Et j'aimerais bien rebondir sur les matériaux et les techniques que tu as utilisées. Il y a des objets qui sont faits en tressage de Vacois. Enfin, ça nous rappelle un peu des traditions, des savoir-faire traditionnels de différentes parties de l'île. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les matériaux que tu as utilisés et pourquoi tu les as choisis ? Oui, alors le premier matériau, c'est le Vacois. La volonté de travailler avec le Vacois, puisque c'est un arbre qui pousse sur le littoral. Et en fait, moi, c'était aussi tout le travail de vannerie qui était derrière qui m'intéressait. Je vais être formé par une vannière qui est Nadine Dutreuil au port. Et ça se passe pendant le Covid. Donc, c'est très bien parce que c'est énormément chronophage, le tressage. Je m'en rends compte, tu vois, l'effort que ça demande, mais aussi à quel point aujourd'hui, on n'est plus en capacité ni en volonté de mettre le prix sur ces choses-là parce qu'on les prend pour acquises. Et aussi parce qu'on a un mépris de ces matériaux-là, on ne les considère pas comme nobles, quoi. Et moi, c'était aussi cette question de revoir comment il est possible de repenser ces matériaux-là et aussi l'imaginaire qui s'y niche. Et puis aussi de reconnaître, tu vois, Nadine, elle est aussi designeuse que moi, quoi.
Elle a une pratique artisanale qui est de l'ordre du design aussi et de reconnaître ces égalités-là. Donc il y a le Vakwa, je fais du cuir de poisson avec de la peau de poisson que je récupère dans une poissonnerie à côté de chez moi. Et en fait, c'est en regardant des recettes de communautés inuites et indigènes d'Amérique du Nord où je vois certaines recettes pour faire du cuir de poisson avec ce qu'on a localement. Et puis en fait, je retrouve une vieille gravure de Roussin, je crois, où on parle d'une tannerie royale en bas de la rivière de Saint-Denis. Et j'apprends, je sais plus comment, de fil en aiguille, qu'il y avait un acacia qui a été ramené sur l'île spécifiquement pour tanner de la peau, quoi. Et donc je me rappelle contacter l'ONF, dire excusez-moi, vous aurez pas un peu d'écorce de cet acacia-là? Ils me disent ah ben oui, on a ça ici. Et puis il y a quelqu'un qui assez gentiment m'en a ramené. Et je pense que pour moi c'était aussi une découverte. Ah mais grave. Et puis ça a été une découverte du territoire, quoi, une découverte des possibilités de faire avec. Et tu vois, tu me disais il y a un lien avec la tradition, mais je pense que moi la tradition c'est aussi ça, c'est un rapport au territoire, c'est une connaissance, le nom des plantes, le nom du territoire et des choses. C'est une richesse inouïe et c'est vraiment faire avec ces choses-là, quoi. Qui a énormément compté dans ce travail-là, qui m'a énormément dérangé en rentrant dans le design, c'est cette prétention à l'innovation, qu'il faille inventer de nouvelles choses. Et cette idée que, comme si on pouvait constamment innover et inventer de nouvelles choses, que je trouve qu'il y a une pratique vraiment extractiviste et qui fatigue à un moment, qui est dans un travail qui use. Et me dire que peut-être que le design, c'est pas ça, c'est aussi se rappeler la manière dont on fait territoire aussi à La Réunion. Ouais, mais c'est marrant que tu parles de ce côté innovation, parce que même par exemple le design de mode, ça innove pas, ça se réinvente. Après peut-être que les matériaux deviennent un peu plus innovants parce qu'il y a des nouvelles techniques et tout, mais au final j'ai l'impression que c'est plutôt quelles ont été nos influences, comment on repart de ces influences pour créer des nouvelles choses avec ces matières ou ces objets déjà existants. Et je trouve ça super intéressant, ta pratique en fait d'aller, d'avoir vu cette gravure, de se dire ah oui, il y avait une tannerie, comment je peux reproduire ça aujourd'hui. Et puis si on étend un peu le truc, on peut se dire est-ce que ça a encore sa place aujourd'hui d'avoir une tannerie à La Réunion. Enfin, je trouve ça super intéressant en fait. Oui, et puis moi, en fait, ce que ça m'a permis énormément, c'est d'être mise en lien avec des gens, à la fois de rencontrer des anthropologues, des historiens comme Laurent Waro que j'ai nommé, d'autres artistes aussi, moi qui m'ont aiguillé, comme Migline, Paromanou qui est céramiste, Florence Félix et d'autres. Et en fait, c'est ça que je trouve très chouette, c'est me dire aussi un matériau avec lequel on travaille, c'est les gens. Et ce rapport de comment on fait lien dans la construction de projets, parce que je pense que le récit, il est jamais individuel. Le récit doit être porté collectivement pour devenir récit. Pour moi, c'était aussi une belle excuse pour rencontrer des personnes. Et du coup, est-ce que ce projet, il a été exposé ou en fait, je me demandais s'il a été exposé ou si, je sais pas, tu en as parlé ou quoi. C'était quoi l'accueil du public et l'impact que tu espères en fait qu'il a sur déjà à La Réunion. Il a été exposé 2 fois. J'ai fait une restitution de ce projet à la Friche où j'ai eu la chance d'inviter en fait tous les gens avec qui j'avais collaboré, qui étaient donc à la fois des gens du milieu académique, mais aussi des gens de l'artisanat, du milieu de l'artisanat, des pêcheurs aussi qui m'ont aidé. Et en fait, moi, ce qui m'a énormément touché, c'était de voir ces liens-là ou de voir ces gens-là qui normalement évoluent dans des espaces différents se retrouver pour ce moment-là. Et ça m'a énormément touché. Et puis après, ça a été exposé aussi. Je peux juste préciser, la Friche, c'est pour les auditeurs qui ne connaissent pas, la Friche, c'est un espace artistique, on peut dire ça, Exactement. Où ils accueillent des artistes en résidence, donc pendant quelques mois, ils développent des projets et à la fin, ils exposent leur travail. Donc, c'est un super endroit. Si tu es au port. Si tu es au port, à La Réunion, tu peux aller découvrir des chouettes projets. Mais oui. Non, mais tu fais bien de le rappeler. Et moi, je pense qu'il m'a touché. L'impact, je pense qu'on le sait jamais. De toute façon, lorsqu'on montre un travail, les gens, ils prennent ce qu'ils veulent prendre dans tous les cas et ça me va très bien. Après, moi, j'ai eu des retours qui m'ont énormément touché de personnes, mais surtout de personnes âgées qui m'ont dit que
soit qu'elles ont jamais appris à nager, qu'elles ont jamais eu un contact à la mer, ou soit qu'elles ont toujours eu ce rapport à la honte de cette identité créole, et de là voir ces choses-là exister de cette manière, c'était une manière de penser ses plaies, et je pense que ça, moi, ça m'a énormément touché. C'est vrai que le rapport avec l'océan est très complexe parce que même moi, ma grand-mère, par exemple, elle adorait faire des pique-niques, mais elle n'amenait jamais son maillot de bain, quoi. Oui, Tu vois? oui, Donc, il y a exactement. vraiment cette complexité en se disant, on va aller au bord de l'eau, mais à aucun moment on va mettre un pied dans l'eau, ou si les enfants ils y vont, faut rester au bord, quoi. Enfin, Exactement. il n'y a pas de dire, on va aller explorer un petit peu plus loin. Non, non, non. Ouais, c'est vrai que même mentalement, il y a cette question de se dire, c'est une barrière, en fait. Exactement. Et je crois pour moi, Ouais. c'était aussi la volonté de se dire, est-ce qu'on peut penser l'océan au-delà d'une barrière, mais comme une plateforme qui nous donnerait accès aussi à ces autres territoires qui nous entourent, et où la majorité des gens sont originaires à La Réunion. Et je crois, moi, c'est aussi beaucoup d'écrits de penseurs et de penseuses du Pacifique qui, eux, pour les cultures mélanésiennes et polynésiennes, qui ont une culture de l'océan qui est incroyable. Ce rapport aussi ils habitent l'océan. C'est aussi des énormes inspirations de me dire, ils ont une manière d'occuper ces territoires et de prendre soin de ceci, de par l'imaginaire, de par les récits qui ont été pensés dans ça, et de me dire, mais en fait, mais nous aussi, on a des possibilités peut-être de se repenser. C'est Peli Oafa, un anthropologue qui se pense en océan d'îles, qui dit nous sommes un océan d'îles et non pas des îles dans un océan. Et je trouvais ça très très beau et ça m'a touché. Et je me disais, mais je pense que moi, c'est mon rêve que La Réunion se pense de manière indienne-océanique, quoi. C'est marrant parce que je suis allée à Hawaï. Et quand je suis allée à Hawaï, je suis allée rencontrer une nana qui fait du kappa making. Je sais pas si tu connais, c'est une étoffe. En fait, c'est une étoffe de tissu qui est faite à partir de l'écorce. Et en fait, j'ai fait un stage avec elle pour qu'elle m'apprenne et tout. Et du coup, je demandais à tout le monde, qu'est-ce qui serait chouette d'aller découvrir là-bas à Hawaï et tout. Et tout le monde avait la même réponse, c'est l'océan en fait. Et ça m'avait vraiment marqué en fait de se dire, en fait, ils voient vraiment l'océan comme un territoire. Et après, il y a tout la relation avec les animaux dans l'eau. Mais je trouve que ça se développe beaucoup à La Réunion avec l'arrivée des baleines. Ouais. On commence un peu à s'ouvrir à l'océan avec un peu ces spectacles majestueux, à se dire, il y a des baleines qui vivent là. Enfin, la curiosité, en fait, maintenant. Mais même avant, hein, en fait, je pense que c'est aussi des fois on oublie. Mais tu vois, Laurent Haro, il me racontait un compte rendu qu'il avait lu, je crois, d'un préfet qui va discuter avec des pêcheurs dans la baie de Saint-Paul sur la question des requins. Et le fait que certains requins s'approchaient après de fortes pluies sur le littoral. Et le fait qu'en fait, ces pêcheurs, ils continuent à pêcher et tout. Et en fait, ce qu'ils disaient que eux, la manière de gérer l'abondance de requins sur la baie de Saint-Paul, c'est que à chaque saison, ils prennent un requin, ils le découpent en morceaux et ils le rejettent dans la baie. Et en fait, je crois que le requin, il sécrète des phéromones de peur, ce qui fait que lorsque un requin est pêché et découpé, relâché en fait finalement ce qui reste de celui-ci, ça fait sentir aux autres requins qu'il faut pas venir ici et que c'est dangereux. Et je me dis que juste ça, en fait, c'est une manière très intelligente de gérer un espace et de cohabiter en quelque sorte avec des espèces où on connaît la crise requin et toutes ces questions-là, et de se dire mais en fait, il y avait des gens qui savaient faire déjà. Ouais. J'aimerais qu'on parle en fait de 2 autres projets que tu as réalisés. Il y a The Bittersweet Memory of a Plantation. Alors, je sais pas comment tu l'appelles en français en fait, c'est sur ton site, j'ai trouvé que le nom anglais. Mémoire de la plantation, je crois. Et en fait, c'est un de mes projets préférés que tu as fait parce que je le trouve d'une grande finesse. Et ouais, j'aimerais qu'on développe un petit peu plus là-dessus. Donc, ce projet, il se concentre sur l'histoire des travailleurs forcés, donc esclaves et engagés, dans les plantations de sucre à La Réunion. J'aimerais que tu nous parles en fait de l'inspiration derrière ce projet et ce qui t'a motivé à explorer cette histoire, même si on a donné un peu des clés là-dessus. Ouais, non merci. Écoute, c'est un projet moi qui commence sur une exploration de la plantation et du système de plantation, comment il modèle en quelque sorte
notre culture et notre identité à La Réunion, et la question de qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, sachant qu'encore aujourd'hui, 60% du territoire agricole, c'est de la canne à sucre. Moi, dans ces recherches, en tant que designer, ce que j'essaye de collecter des récits des gens qui sont touchés d'une manière ou d'une autre, ou qui ont grandi dans les champs de canne, où j'ai eu la chance d'interviewer par exemple Daniel O'Haraud, qui vient d'une famille de petits planteurs, et qui à la fois le kayam, c'est fait avec des fleurs de canne, et donc il y a tout un rapport et plein d'objets qui gravitent autour de cet espace-là. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y avait quasiment aucun objet qui a perduré, qui a appartenu à des esclaves ou à des engagés. Et lorsque l'on visite le musée dit de la plantation, qui est celui de Villèle, on se rend compte qu'à l'intérieur, les seuls objets qui sont donnés à voir, c'est les objets du maître. Et moi, c'est la question que je me suis posée dans ce projet, c'est comment est-ce qu'on fait mémoire en tant que communauté lorsqu'on n'a plus aucune trace d'une partie de la plantation, des populations de la plantation. Et j'ai réalisé que finalement, les seules archives qui m'étaient disponibles, à ce moment-là, c'était le sucre lui-même. Et donc, je voulais travailler avec le sucre. Et il y avait un objet souvent dans mes entretiens qui revenait souvent, c'était le sable. Et tout le monde m'en parlait avec une question très ambiguë que représente le sable à La Réunion, puisque à la fois c'est un outil que tout le monde a. Si on a un bout de jardin, si on gratte la terre, on a un sable à côté. Et on voit que c'était les premiers outils utilisés par les populations esclavagisées, mais qui sont encore utilisés par les planteurs aujourd'hui. Donc c'est un outil qui relie à la terre, qui permet aussi à une communauté de se réindigéniser au territoire en la travaillant. Mais aussi, il n'y a pas une semaine qui passe où tu n'entends pas que quelqu'un a un coup de sable quelque part. Et donc, tu vois aussi que c'est un outil qui devient une arme et qui porte et qui continue de charrier en elle la violence coloniale. Et en fait, moi, je voulais travailler avec cette ambiguïté-là parce que lorsque je visite Villèle, je me rends compte qu'il n'y a aucune machette, il n'y a aucun sable qui est montré. Et je me suis dit que cet objet-là, il porte en lui-même l'ambiguïté de la plantation, mais aussi il atteste de l'histoire de ces populations qui ont travaillé la terre avec cet outil-là. Et donc, je ramasse 2-3 sables tant bien que mal dans des carreaux de canne et je décide de les mouler et après de les refaire en sucre. Et l'idée, c'était d'avoir ces machettes en sucre exposées au musée de la plantation en face des objets du maître. D'avoir un objet qui petit à petit, parce qu'il est en sucre, fond et disparaît, et donc qui atteste et questionne la question de la permanence, de quelle histoire et quelle culture est faite pour être préservée et quelle est celle qu'on a laissée fondre dans l'histoire du temps, mais aussi de re-questionner cette question de c'est du passé. On dit souvent l'esclavage c'est du passé, il faut passer à autre chose, et de dire que finalement ces choses elles continuent de couler dans le présent. Il n'y a jamais eu de réparation aux esclaves, que la question de l'alcoolisme à La Réunion, elle reste liée au fait qu'on donnait de l'alcool aux esclaves pour pas qu'ils se rebellent. Et puis que c'est fait à partir de la canne à sucre aussi. Exactement. Et donc on sait qu'il y a une continuation de ces violences-là. Et d'avoir cet objet-là, moi en quelque sorte, qui fond, c'était imposer une temporalité dans un espace qui est l'espace muséal, qui prétend être en dehors du temps, qui prétend que ces choses-là sont du passé, et d'avoir un objet performatif comme celui-ci, c'est aussi réimposer une temporalité, une présence à cette histoire-là dans le présent. Voilà. Et du coup, c'était quoi la réaction du public et des institutions face à ce regard, en fait, comme tu dis, le côté, on est dans une maison de maître, on n'a pas d'objet, en fait, qui est issu des populations qui ont fait marcher, on va dire, le business. Enfin, il y a un peu, comment dire ça, c'est un peu c'est une confrontation qui est assez violente, finalement, parce que c'est des outils qui font aussi marcher la plantation, le sabre, il y en a pas. Donc, de réintroduire cet objet, c'est quoi leur réaction, quoi? De fait, il n'a pas été réintroduit au musée de Villèle. On a été en conversation parce qu'en fait, moi, je jette pas la pierre au musée puisqu'ils ont un travail avec les médiatrices qui est incroyable. Où ce qu'elles font, c'est que avant de rentrer dans le musée, ils attestent de cette disparition et ils attestent de l'histoire de l'esclavage. Et donc, il y a quelque chose de très intelligent qui fait que lorsque les visiteuses rentrent dans le musée, elles rentrent avec des yeux
je dirais, ils rentrent comme dans une scène de crime parce qu'ils savent ce qui se passe. Et je pense que ça, c'est très intelligent de contrôler finalement le regard et la monstration. Et moi, c'est une volonté de collaborer avec ce musée parce que c'est aussi un enjeu qu'ils ont aussi finalement de pas avoir de pièces. Par exemple, on n'a toujours pas trouvé une chaîne d'esclaves sur le territoire en quelque sorte. Donc, il y a des entraves qui sont montrées dans le musée, mais c'est des entraves qui ont été acquéries en métropole. Donc, c'est leur manière d'essayer de dealer avec cette absence-là. Mais comment ils expliquent ça, en fait? Je veux dire, sur une plantation comme Villèle, il y avait, je sais pas combien d'esclaves ou d'engagés, mais c'était majoritaire, en fait, si on compare à la famille qui vivait dans la maison. Comment on explique la disparition des traces, tu veux dire? Ouais, ou l'inexistence, en fait. Enfin, franchement, j'ai du mal à comprendre ça, moi, en fait. Ouais, il y a 3 raisons. La première, c'est il y a certaines traces qui ont été effacées après l'abolition pour ne pas rendre responsables aussi les principaux concernés, et le gouvernement et l'État. Donc il y a eu une politique de disparition. La deuxième, c'est que souvent les outils produits ou créés par ces populations-là il y en avait très peu du fait de leurs conditions, mais aussi parce qu'on est sur une île avec des ressources limitées, il se peut que ces objets aient été transformés. Et c'est ce qu'on dit potentiellement que les chaînes ont été refondues pour pouvoir retravailler le métal. Et la troisième raison, c'est aussi puisqu'on est dans un climat tropical, il y a très peu de choses qui peuvent être préservées de par l'humidité. Il suffit juste qu'un objet en bois, il va pourrir, contrairement à un objet en bois qui serait retrouvé en Suède, par exemple, où les climats sont pas les mêmes. Donc il y a aussi tous ces enjeux dans l'archéologie, par exemple, il y a tout un enjeu sur ça, sur les civilisations dites tropicales et sur l'absence, en quelque sorte, de culture matérielle parce que elles ne pouvaient pas être préservées dans les conditions climatiques. Idéal. Ouais. Ok. Bah, merci pour cet éclairage. Et je finis juste sur le musée de Villèle, excuse-moi, c'était aussi, ce que je disais, ça n'a pas été fait encore, parce que je réalise aussi que la temporalité institutionnelle, elle est différente, et donc les choses, elles prennent du temps, mais il y avait aussi la volonté de penser ça de manière assez intelligente, non pas juste dans une volonté de jeter la pierre à une institution, mais plutôt aussi créer un espace de réflexion, de se dire comment on fait mémoire à La Réunion et comment se transmet la question mémorielle. Voilà. Oui, et de toute façon, c'est des sujets sur lesquels il se penche, puisque le musée il va subir une restauration, enfin pas une restauration, mais un remodelage, si je peux dire ça comme ça. Un nouveau bâtiment et tout. Ouais, donc peut-être qu'ils vont penser à un petit endroit pour... un petit ou un grand endroit pour tes sabres en sucre. Ben, m'y espère. Ça serait gaillard. Et alors du coup, on parlait plutôt de la réaction des institutions par rapport à ce projet dans le contexte réunionnais. Et du coup, je me demandais aussi dans le contexte national et à l'étranger, puisque tu as reçu, il me semble, 2 prix à l'occasion de la Design Parade. Alors, qu'est-ce que c'est ce Design Parade? Puis voilà, leur réaction avec du coup une perception qui est à l'extérieur de la Réunion, qu'est-ce que ça donne? Écoute, moi je suis très reconnaissant parce qu'il y a eu une belle reconnaissance de ce travail-là et une exposition à l'étranger. À l'étranger, je dis aux Pays-Bas parce que c'était un projet de diplôme que j'ai fait aux Pays-Bas et puis présenté en France. La Design Parade dont tu parles, c'est la Design Parade de la Villanoise qui est un concours de design qui est annuel. Et j'ai décidé de présenter ce projet, ne sachant pas trop s'il allait être accepté ou pas, sachant que la vision du design en France, elle reste très classique, je dirais. C'est soit tu fais de l'espace, soit tu fais de l'objet. On dit design produit, même pas objet. Soit tu fais du design graphique, quoi. Et alors que moi, après la France, je continue mes études aux Pays-Bas, qui a un rapport un peu plus, je dirais, libre entre ce qui est de l'art, du design et de l'artisanat, et la possibilité vraiment d'être aux frontières de tout ça. Ouais. Exactement. Et quand j'ai eu la chance d'avoir reçu ce prix, moi, ça a été un étonnement avant tout, mais aussi une belle reconnaissance parce que j'avais
j'avais discuté avec le président du jury qui me disait que c'était aussi pour nous d'attester que ça, c'était du design, mais aussi que le design devient quelque chose d'autre aujourd'hui et que ça va au-delà de l'objet décoratif. Et je pense que ça, moi, ça m'a énormément touché, mais au-delà de ça, c'était aussi cette reconnaissance-là, elle ne s'est faite que parce que finalement, moi, je me hisse sur l'épaule d'autres personnes qui m'ont guidé, qui m'ont ouvert la voie, d'autres designeuses, des gens comme Dash et Zephyr, qui sont un studio de design qui, eux, travaillent beaucoup sur l'identité créole en Martinique et en Guadeloupe, aux Antilles, et qui sont devenus des amis et qui sont vraiment mes aînés dans ça. Moi, je trouve qu'ils m'ont permis d'ouvrir certaines choses et je pense que cette reconnaissance, je n'ai pu l'avoir que parce qu'il y avait d'autres personnes avant qui ont fait le travail ou qui font ce travail. Je suis très reconnaissant sur ça. Et je pense, moi, c'est aussi ça qui m'a touché, c'était que les retours des gens du milieu, c'était beaucoup de personnes racisées qui étaient très heureuses pour moi, mais aussi de me dire, bah, tu nous ouvres une porte, parce que c'est la première personne arabe ou la personne racisée à remporter ce prix-là, mais aussi de se dire, bah, en fait, c'est quelque chose qui se fait collectivement. Mm-hmm. C'est super intéressant ce que tu dis. Il y a aussi ce que tu dis par rapport à le produit, en fait, parce qu'on sait que, enfin, on sait pas, mais dans l'histoire du design, généralement, ce qu'on parle de produit, c'est de faire des objets en série et dont l'objectif est de vendre, en fait. Donc là, on n'est plus dans un objet ou un produit qui est esthétique ou pensé de façon poussée, mais on est plus dans un objet, en fait, qui amène à réfléchir, qui amène des questions, peut-être politiques, sociétales. Et c'est en ça que ça diffère, en fait. C'est ça que tu veux nous dire? Oui, je pense. Puis surtout, je refusais de me faire de l'argent sur cette histoire-là, quoi. Donc moi, c'était aussi, voilà, de recréer une autre ambiguïté sur le rôle de l'objet dans notre quotidien et dans nos espaces aussi. Et je me rappelle t'avoir dit, bah tu vois, moi je grandis avec une famille en exil où ma mère, elle accumule littéralement des mobiliers, des tapis arabes qui lui permettent de se rappeler d'un territoire dont elle n'a plus accès. Et je vois l'importance de l'objet ici dans comment il fait mémoire d'un territoire et d'une culture, et à La Réunion d'une terre qui apparaît ou qu'on nous fait croire qu'elle n'a pas d'objet finalement pour porter ses récits. Et cette volonté-là, vraiment, moi, de matérialiser la richesse des récits qu'on a à La Réunion. Ok, superbe transition. Ça m'amène au projet Alamari. Alors, est-ce que je le prononce bien? Oui, c'est Almari. Almari. Donc, du coup, c'est aussi une exploration matérielle de l'histoire indo-musulmane qu'on appelle arabes à La Réunion, je peux dire ça? Oui, exactement. Tu parlais justement de ces objets qu'on accumule ou qu'on souhaite représenter. Dans quel cadre le projet Almari a été réalisé? Trop bien le petit accent anglais, ça rend la chose plus fancy. Almari, ça a été réalisé dans une résidence en entreprise que j'ai fait auprès de Ravat. Et moi, ce que j'avais proposé lorsque je me suis présenté pour cette résidence, c'était un travail de recherche sur la communauté indo-musulmane, en partant du postulat qu'il existe très peu d'archives sur celle-ci, et si archives il y a, elles sont dans les familles. Et de proposer à la famille Ravat de travailler à la fois sur leur famille, mais aussi comme un moyen pour moi d'avoir accès aux histoires et aux récits qui font la communauté arabe à La Réunion. Donc, tu as mené un travail de collecte d'histoires, de souvenirs sur cette famille? Exactement, ça même. Que par la suite, j'ai collaboré avec la Maison Héritage du Gujarat, qui est une association qui fait un travail incroyable aujourd'hui de collecte de récits et de mémoires sur la communauté arabe à La Réunion. Et pour moi, encore une fois, en fait, ce que je réalise, c'est qu'il y a des photos, il y a des trucs, mais il y a quand même plein d'objets qui se perdent ou qui n'existent plus. Comme lesquels? Mais juste en termes de mobilier, par exemple, il y a peu de choses. Il y avait aussi de la vaisselle qui venait d'Inde, qui n'est plus tant usitée que ça. Je pense qu'il y a un objet qui revenait, moi, que j'ai retrouvé, c'est des balançoires qu'on appelle des djoulas, qui sont des sortes de grands canapés, mais suspendus, comme ça, qui sont indiennes et du Gujarat.
Mais c'est des petits trucs comme ça, mais qui ont tendance à disparaître de ces habités-là. Et moi, je trouve qu'il y a aussi sensiblement, moi, je suis touché par l'objet. Je trouve que les objets, ils portent une mémoire vraiment. Et là, encore une fois, je me disais, ah bah tiens, ça serait quoi l'objet qui pourrait raconter la communauté indo-musulmane ou qui permettrait de, je dirais, synthétiser les récits de manière sensible, les récits, moi, que j'ai collectés durant ma résidence. Et c'est comme ça que Al-Mali existe. Alors du coup, tu veux bien nous dire qu'est-ce que c'est que cet objet que tu as conçu? Ouais, alors Al-Mali, c'est une armoire que j'ai co-conçue aussi avec plusieurs personnes, qui a été co-dessinée avec Matera Matang, qui est un studio d'architectes et d'ébénistes, qui a été réalisé par l'ébéniste Emeric Delma et qui a fait un travail incroyable. Mais c'est une armoire, moi, que je voulais être comme un support d'archives, où on puisse y poser les archives de la communauté, mais que l'armoire en elle-même soit archive, qui est fait en bois de tamarin, puisque c'est un bois qui est à la fois présent en Inde et à La Réunion. C'est un bois qui fait la richesse de la famille Ravat, puisque Issop Ravat commence sa carrière, je dirais, par la vente de bois des forêts réunionnaises. C'est une armoire qui a 3 étagères qui symbolisent un peu le triptyque, moi, que j'ai pensé autour de la communauté, qui est celui du commerce, de la famille et de la religion. Et c'est un peu ce que j'appelle le samoussa sacré qui fait la communauté arabe. C'est l'imbriquement entre le commerce, la famille et le religieux. Et donc 3 étagères, chacune des étagères symbolisant ça. C'est des étagères qui sont amovibles afin de dire qu'il n'y a pas de hiérarchie entre ces choses-là, mais qui attestent aussi de la mobilité de cette communauté. L'assemblage de ce meuble, il est fait en corde de jute teinte au curcuma. Et la corde de jute, pour moi, c'était un rappel des sacs Goni qui étaient présentes dans les boutiques arabes auparavant, puisque ceux-ci vendaient le grain et le riz. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à La Réunion au début, c'est pour vendre du tissu et du grain et du riz selon les contrats des engagés, des Indiens du Sud qui viennent. Donc c'était un rappel à la fois à ces sacs Goni qui étaient présents dans leurs espaces, mais aussi à la cuisine, donc c'est teint au curcuma pour rappeler que si la langue gujarati, elle s'est perdue, c'est souvent la cuisine qui reste le liant principal à l'Inde et au Gujarati. Et enfin, la corde, parce qu'elle représente vraiment l'enchevêtrement, et on se rend compte à quel point tout est enchevêtré un peu dans cette communauté entre ce qui est de l'ordre de la famille, du commerce, où il n'y a pas vie privée, vie pro, quoi. C'est la même chose qui s'imbrique en quelque sorte. Il y a des clés en basalte qui font aussi partie de l'assemblage, qui étaient importantes pour moi parce que le basalte c'est la roche de La Réunion, mais c'est aussi exactement rappeler que c'est une communauté qui s'est indigénisée aussi, qui fait partie apparente du territoire. Et voilà, et enfin un tissu qui recouvre ce meuble, qui crée une sorte de seuil pour attester à la fois qu'il y a une certaine opacité autour de cette communauté et qu'il faut franchir ce seuil pour y avoir accès. Et aussi le tissu, c'est un rappel à, avant les Arabes, on les appelait les Arabes la toile. C'était eux qui vendaient le tissu et aujourd'hui le prêt-à-porter. Et c'est un tissu marrant, c'est un tissu qu'on a fait tisser en Inde, ce qu'on appelle du mashro. Et le mashro, c'est un tissu qui a été développé durant l'empire moghol en Inde, qui est un empire musulman. Et se poser la question de la soie, parce que l'Inde était connue pour sa soie, mais les hommes musulmans n'ont pas le droit de porter de la soie. Et donc, les dignitaires de l'Empire moghol voulaient quand même porter de la soie, puisque c'était un énorme marqueur social, tout en respectant les préceptes islamiques. Et donc, se développe ce tissu qui est moitié soie, moitié coton. Et donc, il n'y a que le coton qui toucherait la peau de l'homme, et de ce fait, qui rendrait ce tissu mashrour, qui en arabe veut dire permissible, et donc licite. Et je trouvais ça très marrant. En fait, on voit aussi les capacités à contourner les... Oui. Ouais. Enfin, en fait, c'est un peu aussi l'hybridation de la religion, finalement. Voilà, exactement. Et puis la capacité de cette communauté à s'hybrider, quoi, à trouver toujours des petites manières pour... voilà. C'est super intéressant, cette explication. Et puis, moi, quand j'ai vu l'objet sans avoir t'en déroulé des explications, c'est vrai que je trouve que ça ressemble un peu à un isoloir aussi. Et là, le fait que tu dis, ça permet de faire un sas pour entrer dans cette communauté, on comprend aussi ce côté intime, en fait.
Oui, complètement. Bah, moi, tu vois, c'est aussi quand j'ai beaucoup demandé aux gens au sein de la famille Ravat, par exemple, en leur demandant si Ravat était une famille, qu'est-ce que ça serait? C'était beaucoup un contenant, c'était une boîte à outils, c'était un coffre. Et c'est des choses qui reviennent beaucoup, cette question de contenir les choses. Et, et moi, je voulais aussi donner forme à ma recherche et le fait que même moi, j'ai dû traverser certains sas ou certains seuils pour avoir accès à certains récits. Et je pense que c'est une certaine pudeur aussi que je voulais rendre compte dans cet objet-là. Tu vois, les archives qui y seraient déposées dans cette armoire-là, on n'y a pas accès directement. Il faut dévoiler littéralement le meuble pour pouvoir y avoir accès. Et aujourd'hui, ce meuble, tu l'as fait en plusieurs exemplaires ou il est unique? Non, il est unique pour le moment. Oh. Il est unique et il sera bientôt exposé à la Cité des Arts, si tout va bien. Ok, super. Et tu envisages je sais pas, de le déposer par exemple aux archives de La Réunion ou est-ce qu'il va avoir une utilité peut-être plus concrète que d'être exposé dans le cadre artistique? Ah bah, c'est une belle question et c'est une question que je me pose en ce moment aussi de où est-ce que ce meuble devrait exister. Est-ce qu'il devrait exister dans un espace domestique et de fait ne plus être vu? Ou est-ce qu'au contraire, il devait être montré, donc ça permettrait de raconter l'histoire, mais à la fois, il serait peu utilisé en tant qu'armoire. Donc c'est encore en réflexion. Il y a la volonté aussi peut-être de collaborer avec le MADOA, qui est le musée d'art décoratif de l'océan Indien à Saint-Louis, qui lui a déjà une collection de mobilier, mais tu vois, ils ont très peu de mobilier dit réunionnais ou de La Réunion. Et c'était aussi peut-être la volonté d'ancrer ça dans un récit et dans une histoire, de penser les artefacts et les mobiliers qui parlent des identités réunionnaises. J'ai l'impression qu'on a bouclé la boucle avec... on part avec les projets artistiques. On termine sur un musée. Oui, c'est vrai, exactement. Bon, du coup, pour conclure un peu sur la partie de tes projets, est-ce qu'on peut dire que tes réflexions sur l'identité, en fait, ça se reflète dans tes projets artistiques? Et si c'est le cas, on a déjà parlé un peu de comment, mais si tu avais quelque chose pour résumer ça... Je crois, moi, c'est plutôt dire nous les pas plus, nous les pas moins. Qu'on a une richesse identitaire et culturelle qu'il faut mettre en valeur, qu'il y a des récits à raconter, des nouveaux récits aussi à tisser, pour se penser en territoire, pour se penser en archipel, encore une fois. Et je pense, moi, c'est ça, c'est de me rendre compte à quel point La Réunion, c'est un continent, quoi. C'est beau. Quels sont tes projets et ambitions pour l'avenir en tant que designer, artiste? Est-ce que tu peux nous partager des projets sur lesquels tu travailles en ce moment ou, En ce moment, je suis en train de compléter 2 résidences que je mène simultanément, une à Paris, une à Marseille. À Paris, c'est à la Manufacture de Sèvres, la manufacture de porcelaine de Sèvres. Et je travaille autour de... Qu'est-ce que je travaille autour? Je travaille autour d'un vase créole, autour de l'espace de la Varangue, mais aussi sur la question de l'assemblage entre ce qu'on considère comme étant de l'artisanat d'art, qui est la porcelaine, et la vannerie, le Vacois, qui est considéré comme un artisanat populaire, voire pauvre. Et je pense que moi, l'identité créole, Édouard Glissant, il parle d'une identité où se rassemblent des disharmonies, des clashs de culture. Et je trouve que moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est cette rencontre et cette confrontation entre à la fois l'identité du maître et celle de l'esclave. Donc il y a ça d'un côté, et puis de l'autre côté, je réalise au CIRVA à Marseille, qui est un centre du verre. Je travaille avec des artisans et des artisanes du verre autour d'histoire du rhum, parce qu'on revient toujours un peu à ça, et à cette question où ce que je disais précédemment de comment le rhum il charrie une histoire coloniale, du fait qu'il est produit à partir de la canne à sucre, qu'il a été utilisé comme un moyen de contrôle de la population, mais aussi le fait que le rhum est quasi omniprésent dans nombreux des rites, qui soient malgaches, chinois ou hindous ou autres, pour les ancêtres ou pour avoir accès au monde des esprits.
Et je trouve que moi, cette ambiguïté, je la trouve fascinante et un peu cette idée du rhum comme étant un Styx de la Réunion, quoi. Qu'est-ce que tu entends par un Styx? Bah, le Styx, c'est la rivière mythique qui permettait d'avoir accès au monde des esprits dans la mythologie grecque ou romaine. Et ce sentiment, tu vois, de un peu, c'est un peu notre rivière à nous, le Rhum, pour avoir accès aux esprits. Et voilà, et j'ai récolté aussi des histoires ou des états de possession qui se font après avoir consommé du rhum, que je trouve très intéressant à mettre en relation avec la question sociale que représente le rhum. Ça me fait penser à un livre sur la psychologie réunionnaise qui avait été écrit par, il me semble que c'est Sudel Fuma, je suis pas sûre, mais qui parle justement du fait de l'alcoolisme. Tout à l'heure on en parlait encore, mais d'entendre des voix, de tout ce côté un peu mystique, mais en fait qui est relié en fait à la psychologie et la prise de substances. Donc c'est super intéressant ce bouquin. Et là, quand tu me parles de ce côté un peu, le fait de rentrer dans une transe ou en fait, ces étapes un peu de mystique, de croyance, de se dire il y a un processus pour atteindre cet endroit. En fait, ça joue aussi sur la prise d'alcool ou d'autres choses. Donc ça me faisait penser à ça. Et puis à la fois, ça donne accès à des territoires qui sont inaccessibles pour les maîtres, pour les blancs, je trouve que ça densifie aussi le territoire. Donc il y a un truc aussi quand on gagne saisissement, il y a des trucs intéressants qui se passent, quoi. Ok, c'est chouette, on a trop hâte de voir ces nouveaux projets entre la porcelaine et le Vacqua. Tout ça, c'est... Oui, c'est chouette. Trop curieuse. Ouais. Du coup, là, on va passer aux questions de fin. Donc, Est-ce que, d'après toi, il y a un Réunionnais qu'on devrait tous connaître? Tu sais, j'ai réfléchi à cette question et je la trouve trop difficile. Il y en a trop. Je pense, moi, c'est juste apprendre à savoir d'où l'on vient. Et peut-être, tu vois, là, on revient au Rhum, mais un peu la question des ancêtres. Pas tant dans la connaissance, mais aussi ce rapport de les possibilités du lien aux ancêtres. Mais je crois que je réponds pas à ta question, là, je dévie. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on se connaisse nous-mêmes, en fait? C'est ça c'est profond, la réponse. Oui, c'est ça, c'est connais-toi toi-même. Le Réunionnais à côté, c'est toi. C'est ça, exactement. Ouais, on va aller pour ça, alors. Ça me va très bien. Ok. Si t'as fait des références littéraires, artistiques à partager, ça serait quoi? Parce qu'en fait, pour connaître nous-mêmes, finalement, il faut qu'on lise 2-3 trucs ou qu'on s'interroge sur certains trucs. Moi, il y a pas longtemps, je lisais Flore Mazigador, qui est une sorte de BD sur les histoires des plantes magiques à la Réunion. Et je pense que s'il y a quelqu'un à connaître... On a interviewé Céline Aonienne. C'est super que tu parles d'elle. Écoute, voilà. S'il y a une personne à connaître, c'est elle que je recommande parce que je trouve qu'il y a un travail incroyable sur les plantes. Et puis, cette question vraiment du rapport au territoire. Je dirais que c'est ma référence en ce moment. Les auditeurs, il faut que vous écoutiez l'épisode. Grave. Tu vois, en plus, tu peux sponsor d'autres épisodes. Ouais. Merci, Yacine. Je t'en prie. Si tu avais un conseil pour les jeunes générations? Je sais pas si je suis en position de donner des conseils, quoi. Même, je pense que largue pas, essayez plein de choses, goûtez à tout, faites-vous votre propre opinion et puis essayez, quoi. Pas capable à moi sans essayer. Voilà, tu réponds à ma dernière, l'expression créole que tu souhaiterais nous partager. Ah non, moi j'ai une autre expression créole que j'aimerais partager, et que j'utilise beaucoup, c'est mon petit poumou de poivre, que je trouve que c'est une belle expression quand on est stressé, ce qui a pu être le cas au début de cette émission, mais ouais, mon petit poumou de poivre, je trouve que ça traduit d'une richesse de la langue créole que j'aime beaucoup. Ok, je crois que c'est la première fois qu'on nous dit cette expression. Voilà. Rechercher dans les statistiques. Écoute, c'est un immense plaisir d'avoir
partager ton histoire, Yacine. C'était vraiment chouette, ta vision du monde avec nous. On est trop impatients de voir ce que l'avenir te réserve dans ton parcours artistique et ton parcours en général. Et du coup, où est-ce qu'on peut te suivre pour rester au courant de tes derniers projets ou de ton travail? Vous pouvez me suivre sur Instagram, où je m'appelle Yacine Ben Abdallah. J'ai un site internet qui s'appelle yacinebenabdallah.com. Ça, c'est très humble, tout ça. J'ai l'impression, je ne répète que mon nom et prénom à chaque fois. Mais voilà, et puis je suis facilement accessible normalement. Mais vraiment, merci beaucoup, Lucie. C'était un plaisir aussi d'être là. Et c'était très chouette comme échange. Ouais, on a appris plein de choses. Et encore merci à toi et merci aux éditeurs pour votre écoute fidèle. À bientôt. Bisous. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, @batcarré, @bat-kare, pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes!